Alors aujourd'hui, on va recevoir Monsieur Flex, de son vrai prénom Thomas. Il a fait un exploit assez important, puisque je ne sais pas si Bridget tu connais, mais tu connais peut-être la gyroroue. Alors là, je crois que j'ai tout à apprendre. Et j'ai hâte d'avoir Monsieur Flex en ligne. Eh bien justement, Monsieur Flex est avec nous. Il s'appelle Thomas. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Sur YouTube, on te retrouve sur les réseaux sociaux sous le nom de Monsieur Flex, avec un exploit assez important puisque avec cette fameuse monoroue, gyroroue électrique, tu as fait des exploits en termes de distance, puisque quand on peut faire simple, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué avec une monoroue. Exactement, en fait, je suis parti de l'idée d'emmener cette machine en Tour de France il y a de ça 2 ans. Et j'étais le premier à réaliser un Tour de France avec une monoroue électrique. Et puis je me suis dit, après ça, il faut partir encore plus loin. Donc pourquoi pas tenter un tour du monde. Et c'est pour ça que je suis là pour parler de ça avec vous. Alors, le premier Tour de France, déjà, quand tu l'as fait en 2018, comment s'est arrivée cette idée? Parce que c'est vrai que d'habitude, c'est un engin qu'on voit plutôt en urbain, pour des petits déplacements. Tu étais sûr de toi quand tu as commencé à faire les premiers kilomètres? Non, pas du tout. En fait, j'avais même jamais fait de camping ou de bivouac sauvage, j'avais jamais dormi chez les gens, j'avais même jamais fait 50 km sur une roue. Et là, je partais pour des journées à 100 km en moyenne pendant 1 mois. Donc, je vais faire ça tous les jours pour respecter une boucle autour de la France, quoi. Et donc j'étais vraiment, alors j'avais la motivation, donc pour moi c'était bon, je me sentais capable de le faire, mais je partais vraiment dans l'inconnu. Et finalement, tout s'est très bien passé, j'ai vécu une expérience incroyable, et après ça, j'ai vraiment pris conscience que c'est le voyage en fait qui me plaisait, et encore plus avec cette machine qui n'était pas censée à la base, qui n'était pas destinée à ça, quoi. Et la finalité, c'était de se faire connaître, c'était un challenge, un défi. Alors pour le Tour de France, je l'avais pris un peu comme un challenge. Donc même, alors j'avais ma chaîne YouTube où je faisais des petites vidéos sur les gyroroues, je faisais des petits tests comme ça. Et quand même je l'ai annoncé, quand j'ai annoncé que j'allais faire ça, la plupart des gens pensaient que c'était impossible, ne me croyaient pas, parce que ça paraissait impossible à l'époque. Et donc je l'ai pris un peu comme un défi en me disant si je pense qu'on peut vraiment faire on peut faire des milliers de kilomètres avec, c'est possible. Et donc je suis parti dans cette optique là, et en même temps pour moi vraiment découvrir autre chose que je connaissais pas, donc le fait de voyager et de devoir trouver un logement ou trouver un endroit où dormir dehors, enfin tout ça c'était tout nouveau pour moi. Tu t'es débrouillé tout seul pour justement tout ce qui était trouver les logements, pour voir un petit peu tout ça, ou alors est-ce que tu t'es fait aider justement pour ce Tour de France déjà dans le premier temps? Alors pour le Tour de France, j'ai été beaucoup aidé par ma communauté à l'époque, parce que j'avais fait vraiment un itinéraire, j'avais 1 mois de vacances, donc j'avais vraiment tout planifié. Et j'ai été hébergé, on va dire 80% du temps, j'étais hébergé par des gens qui me suivaient sur les réseaux. Et après, pour le Tour du monde, je suis vraiment parti sans itinéraire précis, pour justement me laisser le temps et pas être bloqué parce qu'il y a quelqu'un qui m'attend un autre jour et ainsi de suite. Donc là, j'ai fait vraiment un peu l'opposé. Alors là, en début d'année, t'as pris la décision de faire le tour du monde. Alors t'as fait déjà 16 000 km, mais ça s'est arrêté violemment à cause du Covid. Mais c'était quand même déjà une grosse distance. Alors ouais, j'ai quand même pu voyager 9 mois. Donc je suis parti en août 2019. Donc là, ça fera 1 an que j'étais parti. Et en fait... je sais pas si tu sais, mais je peux pas prendre l'avion avec ma gyroroue à cause des batteries. L'idée, c'était de faire tout un itinéraire sans prendre l'avion. Donc j'ai rejoint l'Asie du Sud-Est sans prendre l'avion. Donc ma première étape, c'était d'arriver jusqu'en Russie. Donc j'ai fait Paris-Moscou. Paris-Moscou, ça m'a pris un peu plus de 2 mois pour 7500 km avec ma roue. Donc qu'avec ma roue. Et ensuite, j'ai pris le Transsibérien, qui m'a emmené en Mongolie, puis en Chine, et ensuite j'ai traversé la Chine et j'ai traversé les quelques pays d'Asie du Sud-Est. Et ensuite, coronavirus, j'ai dû rentrer. C'était comment la tête des douaniers à chaque passage de frontière? Ça devait être assez drôle. Ouais, c'était vraiment ma première frontière avec des douaniers, c'était en Russie, donc entre la Lettonie et la Russie.
Et je savais pas du tout, parce qu'en plus c'était sur une route, quoi. Il y avait pas de piste cyclable, donc je savais pas si j'allais pouvoir passer. Et puis au final, ça s'est super bien. Honnêtement, toutes les frontières que j'ai passées, même en Asie, tout s'est super bien passé, quoi. C'est toujours, ils sont toujours intrigués. Ils me posent pas mal de questions sur ça, sur quel chemin je vais emprunter. Et puis, non, honnêtement, tout s'est toujours très bien passé aux frontières. Et on a mal où? Parce que ça doit pas être super confortable. Alors, c'est pas que c'est pas confortable, c'est qu'il faut se dire qu'il y a pas de suspension sur la roue avec laquelle je suis parti. Donc tout est dans les jambes, et en termes enfin c'est pas sportif, mais on va dire que c'est physique, un peu comme du ski. C'est-à-dire que à la fin d'une session de ski, on n'a qu'une envie, c'est de pouvoir se poser, et on sent qu'on a bien travaillé dans les jambes. Bah là, c'est à peu près la même chose. D'accord, parce qu'il y a quand même aussi un problème d'équilibre, je suppose. Bah c'est comme un vélo, hein. Donc une fois qu'on a appris à en faire, l'équilibre, on s'en rend même plus compte, quoi. On est porté par la vitesse. Donc à l'arrêt, forcément, j'ai pas d'équilibre, mais dès que je suis en mouvement, bah je suis stabilisé par la vitesse. Mais effectivement, c'est quelque chose qui demande un apprentissage. C'est-à-dire que là, demain, si tu veux acheter une gyroroue, si t'en as jamais fait, bah tu vas pas savoir en faire, quoi. Il va falloir apprendre. À l'inverse d'une trottinette que tout le monde achète en ce moment, parce que c'est facile à utiliser. Oui, parce que là, on n'a pas les mains. Je crois que c'est ça qui doit être difficile. On n'a pas les mains qui sont accrochées à un guidon. C'est ça. Et donc c'est vraiment tout le corps qui contrôle la machine. Donc on se penche en avant pour avancer, et on se penche en arrière pour freiner. Et puis gauche-droite pour tourner. Et dans les grandes côtes qui descendent assez fortement, ça pose un problème pour le ralentissement? Oui, y a-t-il des freins? Alors, il n'y a pas de frein physique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de frein à disque ou frein à tampon, c'est vraiment un frein moteur. Donc tout est géré par le gyroscope, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, je crois que si. Qui gère donc le frein. Donc oui, la descente, on peut descendre des côtes sans souci, mais on peut même les remonter derrière, il n'y a aucun souci. La machine, elle est vraiment pensée pour tout ça, quoi. Donc il n'y a aucun problème sur l'aspect sécurité et freinage. Et l'autonomie des batteries, c'est assez puissant, ça permet de rouler longtemps? Tout va dépendre des modèles, mais on va dire que moi, pour le modèle que j'ai pu avoir pour mon tour du monde, j'avais quand même un modèle assez haut de gamme, et je pouvais parcourir en moyenne 100 km sans recharger, donc ce qui est plutôt très très bon. Et en moyenne, ce qu'on trouve dans les villes en moyenne de gamme, c'est en moyenne 30 km, entre 30 et 50 km. Et tu as eu toujours le même modèle pour ce tour du monde, ou tu as été obligé de changer pour des raisons évidente de fiabilité? Non, justement, j'ai gardé le même modèle du début à la fin. J'ai eu des réparations à faire en cours de route, donc un pneu à changer, une coque interne à changer, et des batteries aussi. En fait, il y a un endroit où j'ai dû prendre l'avion, et donc je voulais garder ma roue avec moi, mais je pouvais pas à cause des batteries, donc j'ai dû enlever les batteries, les laisser dans un pays. Et j'ai pris ma roue sans les batteries, et j'ai récupéré, grâce à des sponsors, des nouvelles batteries dans un autre pays. D'accord. Ah oui, donc du coup, grosse organisation. Et justement, maintenant, tu vas repartir en 2021 pour finir et boucler ce tour du monde. Alors, tu t'étais arrêté en Asie. Tu vas reprendre en Asie? Je conseille à ceux qui écoutent cette interview d'aller aller voir les épisodes sur ma chaîne YouTube. Mais en fait, je devais aller au Japon pendant le coronavirus, donc c'était compliqué. Je venais de Corée du Sud, et la Corée du Sud, c'était le deuxième pays qui était bloqué, qui était en mauvaise condition avec le virus. Et du coup, je me suis fait refuser l'accès au Japon, et c'était un pays que j'attendais le plus. Donc là, s'il y a un premier pays que j'aimerais faire, c'était donc le Japon. Donc j'essaierai de retourner au Japon au printemps 2021. Et après ça, je devais partir sur le continent américain, donc faire la côte ouest, de Los Angeles au nord pour aller au Canada, donc Vancouver, et ensuite traverser le Canada, de Vancouver à Québec, et ensuite l'Europe du Nord en passant par la Norvège et en descendant jusqu'en France. Alors en tout cas, je remarque qu'il y a de très beaux films, de belles vidéos, de belles photos, et que les vidéos que tu postes sont suivies par énormément de monde. Comment ça se passe pour filmer, pour faire les photos ? Pour filmer, j'improvise comme le voyage finalement. J'ai toujours ma petite caméra avec moi, et je filme
je filme tout seul quand je rencontre des gens ou quand je vois des beaux paysages. J'essaye de faire après une vidéo par semaine. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire pendant toute la durée du voyage, de proposer une vidéo par semaine de cette aventure. Et puis je suis parti aussi avec un drone, je suis parti avec une tablette tactile pour faire le montage. Et souvent je faisais le montage pendant les pauses recharge, quand je rechargeais la roue, ça prend quelques heures, donc je me posais, je me reposais en même temps et je faisais un peu de montage. Et puis le soir, quand j'avais un peu de temps. Mais c'est vrai que ça prend du temps sur un voyage. 80 000 vues pour une vidéo, c'est énorme. Bah oui, mais enfin, j'étais super ravi. C'était le premier épisode qui était bien suivi. Je m'attendais pas à avoir autant de suivi. Je pense que c'est vraiment l'aspect voyage qui a intéressé les gens, plus que le fait que je parte avec une monoroue, même si ça reste insolite. J'ai réussi à attirer les gens sur quelque chose qu'ils connaissaient pas. Et c'est ça, je suis vraiment content parce que du coup, ça donne une nouvelle image de ces engins, ces nouveaux engins de déplacement personnel qui ont de base pas vraiment une bonne presse en ce moment, enfin depuis quelques temps. C'est parce qu'on tombe, c'est parce que ceux qui utilisent ne savent pas l'utiliser et tombent. C'est ça. Et pour finir et pour conclure, j'aimerais bien connaître un petit peu le poids de ton bagage, parce que je suppose que tu avais un très gros sac pour pouvoir te déplacer. Ça devait être aussi assez contraignant. Alors oui, en plus je suis toujours debout. Quand je voyage debout. Et l'idée c'était de partir avec un sac quand même assez léger, donc j'avais 15 kilos. Ça peut paraître lourd, mais c'était plutôt supportable. Et après, je me suis créé un système de sacoche comme à vélo que je mettais sur ma roue. Donc j'ai pu mettre ma tente sur ma roue, mon sac de couchage et plein de petits trucs comme ça qui prenaient un peu de poids et de place dans mon sac. Et je me suis enlevé à peu près 5-6 kilos que j'ai mis directement sur la route. Qui était beaucoup plus confortable aussi. C'est ça. En tout cas, Thomas, merci beaucoup pour cette interview. Ça nous a vraiment fait plaisir que tu passes ici sur Radio Flamme. Et on retrouvera donc ton interview sur SoundCloud via notre page Facebook qui s'appelle Cool Afternoon, le duo. Voilà, surtout on va poster des photos. Et je te laisse 30 secondes si tu veux faire un petit coucou à des gens. Vas-y, la radio est à toi. Je remercie tous ceux qui ont suivi cette aventure, qui m'ont partagé tous les épisodes et qui me suivent sur les réseaux. Et puis bisous à la famille et à tous ceux qui me reconnaîtront. Voilà. Merci beaucoup Thomas. Monsieur Flex pour les intimes qui le suivent déjà sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Et on vous dit à très bientôt et vous pourrez nous retrouver sur l'émission tous les vendredis de 16h à 19h. Il va faire des adeptes, c'est sûr. Mais vu mon équipe, je pense que je vais pas aller bien loin. Donc du coup, je vais éviter de... ou alors je vais faire un accident. Je te déconseille. Allez, merci beaucoup Thomas. Ciao. Ciao. Radio Flamme 90.6 FM. Radioflamme.com